Mes chers amis, je voudrais vous dire le bonheur que j'ai à me retrouver au milieu de vous. Il y a quelques jours, j'ai voulu écrire une lettre à chaque Français. J'ai voulu le faire par écrit, parce que l'écrit engage. J'ai voulu qu'entre nous, entre les Français et moi, il y ait un document qui témoigne de l'analyse que je fais de la situation de notre pays. J'ai voulu vous dire, après 5 années en tant que chef de l'État, les conclusions, ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, la force que j'ai mise pour essayer de vous protéger au travers de 4 années de crise d'une violence inouïe. J'ai voulu que ce document, chacun d'entre vous puisse s'en saisir. J'ai voulu l'écrire en vérité. Entre nous, il ne peut pas y avoir de mensonge, de complaisance. Je veux vous dire la vérité sur le choix historique qui est celui que vous aurez à faire. C'est un choix historique. Je vous demande de le faire en toute liberté par rapport à ce que furent vos engagements politiques jusqu'à présent. Il y a une seule chose qui compte, c'est l'avenir de notre pays, l'intérêt de notre pays et la conviction qui doit être la vôtre que si notre pays est fort, il pourra vous protéger, que si notre pays est faible, chacune et chacun d'entre vous sera exposé. Dans cette campagne, j'ai voulu tout dire, tout mettre, m'engager totalement. Mais comme elle est curieuse, cette campagne, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, je l'ai regardée en spectateur, je n'étais pas candidat. J'étais aux premières loges. Mais le spectacle, ça valait le coup. J'ai vu un petit club d'agités. Le club des socialistes heureux. Non, vous ne devriez pas. Pour être heureux, c'est simple. Ils sont heureux d'abord quand ils sont entre eux. De ce que c'est là, on ne les a pas gênés. C'était formidable. Ils se traitaient de fraises des bois. On a vu l'amitié intense entre eux. On a vu ce que c'était, la camaraderie, comme ils disent. Et puis, pour être heureux, il faut qu'il y ait une élection, mais juste entre eux. Il s'agit simplement de savoir si c'est François qui battra Martine, Martine qui battra Laurent, non, il est toujours battu, Laurent qui remplacera Dominique. Bref, ils sont entre eux, ils concourent à une élection, attention, on va voir ce qu'on va voir, où il n'y a pas de concurrent. La question n'est pas de savoir quel sera le prochain président, la question est de savoir quel sera le prochain socialiste. Et puis alors, autre façon de les rendre très heureux, on supprime le peuple. Alors ils faisaient des débats entre eux, ils parlaient de choses qui ne nous concernaient absolument pas, et chacun venait à la télévision avec son petit miroir. Et mon Dieu, ils étaient assez satisfaits du spectacle. Tout allait bien pour le meilleur du monde. Bien sûr, de temps en temps, je levais le doigt distraitement, hein, pour dire je crois que je suis président de la République. Je ne veux pas déranger, mais... Bon, pendant qu'ils discutaient entre eux, nous, avec François Fillon et le gouvernement, on assumait les responsabilités du pays, la crise, les problèmes. Mais ça ne les gênait pas. Ils parlaient, nous agissions. Bonne répartition, au fond.
Tout allait pour le mieux. Puis alors j'ai eu une idée. Je me suis dit, dans le fond, je vais être candidat. Alors là, j'ai commencé par recevoir quantité de faire-part. Je veux dire de condoléances. Mais pourquoi vous êtes candidat? Ben, je ne sais pas, j'ai des choses à dire. Non, mais c'est pas la peine d'être candidat. L'élection est terminée. Mais ils l'ont dit. Pas besoin de candidat. On vous a dit que ce sera un socialiste. Bon, j'ai insisté. Vous connaissez mon tempérament. J'ai dit, mais enfin, peut-être, j'ai pas grand chance, mais peut-être un petit peu. Puis la campagne, on y est rentré. Ah, puis tout d'un coup, ça change. C'est vrai que quand on est tout seul sur le ring, c'est plus facile de gagner. Et puis on a commencé à dire les choses. Et moi, je voudrais que vous le compreniez. Dans cette campagne, j'y suis rentré pour parler à tous les Français sans exception. Je ne suis pas là pour parler à la droite, je ne suis pas là pour parler à la gauche, je ne suis pas là pour parler au centre, je suis là pour parler à tous les Français. De quelque chose qui nous rassemble, c'est l'amour de notre pays, le destin de notre pays, l'avenir de notre pays. Monsieur Hollande, il parle à la gauche, mais il doit savoir que lorsqu'on est élu président de la République, forcément, il y a une partie des gens qui ne votent pas pour vous, et pourtant, vous êtes également le président de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Cela s'appelle de la tolérance, cela s'appelle l'esprit républicain, cela s'appelle l'intérêt national. Alors ensuite, il y a une deuxième étape. Bon, on a toléré à peu près que je sois candidat. Au début, j'essayais de ne pas prendre une trop grande place. On décrivait que, même pour le premier tour, je n'étais pas sûr, le second, on va voir. Et puis après, j'ai eu cette idée, je dis, mais dans le fond, si on fait une campagne électorale, c'est pour parler des sujets qui intéressent les gens. Ah non, vous n'avez pas le droit. À qui l'a dit? Ben, c'est écrit dans le journal. Il y a des sujets dont on n'a pas le droit de parler. J'ai commencé en disant, dans le fond, il y a une crise de la parole publique. Je vais dire aux Français qu'ils seront les garants de mes engagements. Et je vais remettre à l'honneur le référendum, pour que les Français puissent décider par eux-mêmes. Que n'avais-je proposé? Que n'avais-je proposé? Mon Dieu! À la minute où j'ai dit, s'il y a blocage, si les corps intermédiaires bloquent, si on n'y arrive pas, je me tournerai vers les Français et je vous demanderai de répondre. Oh, l'avalanche! Voyez-vous que m'inspirant de ce qu'a voulu le général de Gaulle, je me retrouverai sur l'échiquier politique à l'extrême droite de l'extrême droite. Et voilà que des observateurs toujours tellement bien intentionnés, toujours si sympathiques, toujours si prompts à porter la diversité dans l'opinion, on dit attention, attention, il va sur les terres de l'extrême droite. Je voudrais m'expliquer sur ce sujet. Il n'y a pas de terre pour l'extrême droite. Il n'y a pas de territoire interdit de la République. Et il n'y a pas un seul Français à qui on m'interdira de parler. Voilà ce que je pense ici, chez toi, cher Georges. Oui, je veux parler à ceux de nos compatriotes qui se sont sentis si désemparés qu'à un moment donné, ils ne se sont dit que la seule liberté qui leur restait, c'est de dire non. Je veux leur dire que votre souffrance à ces compatriotes, je la comprends, mais que le vote pour le Front National augmentera ces souffrances, ne résoudra pas ces souffrances, et que le vote pour le Front National, dans 15 jours au premier tour, servira M. Hollande comme il y a 20 ans, le vote pour le Front National servait François Mitterrand. Voilà la vérité, telle que je voulais vous la dire ici, dans ce département du Var, cher Hubert. Elle gêne, cette vérité, mais elle est la vérité. Les tartuffes qui donnent des leçons de morale et qui ont profité de la montée de l'extrême droite pour assurer une majorité dans notre pays, ça a pénalisé qui? Ça a pénalisé la droite républicaine et le centre. Ça a favorisé qui? Ça a favorisé la gauche. Voilà la réalité sur les rapports de force dans notre pays. Et qu'on ne vienne pas mentir.
J'ajoute que les leçons de morale données par ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles protégées à ceux qui ne peuvent pas choisir l'école pour leurs enfants, je n'accepte pas leurs leçons de morale. Je n'accepte pas la leçon de morale sur la question de l'immigration pour ceux qui habitent boulevard Saint-Germain et qui n'ont aucune leçon de morale à donner à ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où on est confronté à la misère, aux difficultés et à la peur, qu'ils gardent leur leçon de morale. Ils n'en ont aucune à donner. De même que je n'accepte pas la leçon de morale sur l'argent d'une gauche caviar qui adore dire « je suis l'ennemi de la finance », mais qui aime la conversation et la fréquentation de clubs UB. L'autre jour à la radio, j'étais tranquille, j'écoutais la radio, je m'étais trompé, je voulais écouter une radio musicale, je tombe sur M. Hollande. Et je vois très en colère. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû encore faire quelque chose. Les sondages ont encore dû monter. Il était en colère parce que, voyez-vous, un chef d'entreprise s'était vu décerner 16 millions de bonus. Et M. Hollande était choqué. Il a raison, moi aussi. Et il m'en a rendu responsable. Alors je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas suivi. Je rentre à mon bureau et je regarde. Et là, je m'aperçois que M. Hollande est imprudent, qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Parce que dans le même temps où il dénonce l'argent fou, ce sont ses propres amis qui votaient des bonus faramineux pour un chef d'entreprise dont les actionnaires soutiennent M. Hollande dans les meetings le soir et qui, dans la journée, sont très heureux de voter au conseil d'administration des bonus mirobolants. Pas de leçon de morale de cette gauche-là. Mensonge, tartuffe. Je dois dire, cher Jean-François, que je n'en aurais pas parlé, parce que c'est pas bien de désigner quelqu'un. Mais enfin, quand M. Hollande me le sert sur un plateau, on ne va quand même pas se gêner. Et surtout, mes chers amis, je veux parler à cette majorité silencieuse. Vous avez quelques semaines pour ne plus être silencieux. Vous avez quelques semaines pour exiger qu'on vous entende. Vous avez quelques semaines pour qu'on arrête à longueur de journée, à la télévision, à la radio, dans les journaux, de défendre des idées qui ne sont pas les nôtres, de promouvoir des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Vous êtes la majorité, à vous de faire cette élection le 22 avril et le 6 mai et à personne d'autre. Être président de la République, je peux vous le dire après 5 ans, c'est difficile. Si on veut une fonction tranquille, franchement, c'est pas le truc. Il faut prendre des décisions, en général, qui ne font pas plaisir, parce que toutes les décisions qui font plaisir, elles ont été prises à l'étage en dessous, et nous vous revient que les décisions extraordinairement difficiles. Il faut supporter la tension, la pression, il faut gérer les questions de sécurité, il faut sortir les otages de situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent, il faut être libre, y compris vis-à-vis de ses propres amis, car le chef de l'État doit être en charge de l'intérêt général. J'ai d'ailleurs dit à mes propres amis bien souvent que la composition du gouvernement d'un pays, ce n'est pas une bande de copains, ce n'est pas des récompenses. Être ministre, c'est un service, c'est un honneur. Et à un moment donné, quand le chef de l'État doit composer un gouvernement, il doit penser à représenter la France dans sa diversité, mais il doit être libre. Or, qu'est-ce que je vois
depuis le début de la campagne. M. Hollande est l'otage de ses propres amis. Il a d'abord été l'otage du Parti socialiste et de l'aimable et si sympathique Martine Aubry, qui le soutient avec un tel enthousiasme. Ça fait plaisir à voir. Ensuite, il a été l'otage d'une personnalité particulière dans la vie politique, Madame Joly. Quand vous pensez que Madame Joly est en train, assez scientifiquement, de détruire une des plus belles idées, qui est la défense de l'environnement, une des choses les plus importantes, qui est la protection de la nature, qui est l'harmonie entre l'homme et l'univers, la nature, la planète, Madame Joly, de ce thème tellement essentiel qui devrait nous rassembler tous, est en train d'en faire la question d'une secte. Voilà que, pour avoir les voix de Madame Joly, M. Hollande s'attaque à ce qui faisait consensus depuis le général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie nucléaire. Ceux qui se veulent être les héritiers de François Mitterrand devraient se souvenir que 40 réacteurs nucléaires ont été mis en service pendant les 2 septennats de François Mitterrand. Et c'est l'honneur de François Mitterrand que de ne pas avoir rompu le consensus de la droite, du centre et de la gauche sur l'industrie nucléaire. Aucun président n'a jamais remis en cause ce consensus. Le nucléaire, mes chers amis, c'est la possibilité pour la France d'être compétitive. C'est une électricité moins chère de 35% par rapport à nos voisins. Et détruire la filière nucléaire au moment même où le pétrole et le gaz atteignent des prix faramineux, et ça n'ira pas en s'améliorant, c'est totalement irresponsable. Alors M. Hollande m'a répondu, parce que parfois il me répond, mais oui, mais il y a eu Fukushima. Je me suis rendu à Fukushima. À Fukushima, il y a d'abord eu un tremblement de terre, suivi d'un tsunami extravagant. Il y a des endroits au Japon où la vague a atteint 42 mètres de haut. Et c'est ce tsunami qui a provoqué un problème sur les pompes de la centrale de Fukushima. M. Hollande en tire la conclusion qu'il fallait fermer immédiatement le réacteur de Fessenheim. Moi, je suis plutôt gentil. Je me dis, j'ai un trou dans mes connaissances géographiques. Je me précipite sur une carte de géographie. Fessenheim, l'Alsace. Elle est où, la plage? Parce que pour le tsunami, en Alsace, et ça veut gouverner la France. J'ai voulu lui donner une seconde chance. J'ai voulu lui donner une seconde chance. J'ai vu que la deuxième centrale qu'il voulait fermer, c'était celle de Saint-Laurent-des-Eaux. Je m'y suis rendu. C'est la Loire. Et ça veut gouverner la France. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on s'appuie sur Fukushima, le tsunami, pour exiger la fermeture immédiate de Fessenheim en Alsace et de Saint-Laurent-des-Eaux sur le bord de la Loire. Franchement, il y a un problème de bon sens. J'ajoute, si M. Hollande est prêt à être l'otage de Mme Joly pour 2%, qu'est-ce qu'il va lâcher à M. Mélenchon qui pèse 6 fois plus? Alors, mes chers amis, vous pourriez dire, dans le fond, c'est de bonne guerre. Il y a toujours une opposition, une majorité, et les uns disent toujours des critiques de l'autre et annoncent l'apocalypse. Vous pourriez le dire. J'ai connu
jeune responsable politique, la période de 1981. Je l'ai connu. En 2 ans, les socialistes ont vidé toutes les caisses. En 1983, M. Mitterrand, non sans un certain courage, a envoyé balader tout le programme, tout le projet. Ils ont changé du tout au tout ce qu'ils avaient promis et ce qu'ils avaient décidé. Mais mes chers compatriotes, moi je vais vous dire une chose. En 1981, c'était un autre monde. Nous sommes en 2012. En 2012, il ne faudra pas 2 ans, il faudra 2 jours pour qu'ils conduisent notre pays dans une gigantesque crise de confiance. Et à ceux de nos compatriotes qui veulent la gauche, je veux dire ce soir, vous aurez la Grèce ou vous aurez l'Espagne. Voilà le résultat qu'on peut attendre d'un tel choix. D'ailleurs, à ceux qui ne me croiraient pas, il suffit de regarder ce qui se passe, non pas à l'autre bout du monde. Ça n'a pas de sens. Regardez simplement de l'autre côté de nos frontières. C'est tout simple. 7 ans de gouvernement socialiste en Espagne. Y a-t-il un seul Français qui envie le sort de nos amis espagnols, pourtant pays considérable parmi les pays européens? Y a-t-il un seul Français qui envie le sort de la Grèce, celui de l'Irlande, celui du Portugal, ou même celui de nos amis italiens? Lorsque j'ai voulu la réforme des retraites il y a 2 ans, j'avais tout le monde contre moi, à l'exception de nos parlementaires et de toi, Jean-François. Tous étaient contre. Les syndicalistes les plus raisonnables disaient « il faut sans doute une réforme, mais pas maintenant, ou pas celle-là ». Les autres disaient « pourquoi une réforme? Il n'y a pas d'allongement de durée de la vie, il n'y a pas besoin. » Sur 15 millions de retraités, pour 1,5 million d'entre vous, les retraites n'étaient pas payées. J'ai affronté votre mauvaise humeur. Nous avons connu 9 manifestations nationales de plusieurs millions de Français. Je n'ai pas reculé d'1 millimètre parce que je considérais que c'était l'intérêt de la nation. D'ailleurs, au fond, à nos compatriotes qui manifestaient, et c'est bien leur droit, je pense qu'en eux-mêmes, ils manifestaient pour soulager une colère. C'est jamais plaisant quand on vous dit qu'on doit travailler davantage. Mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disaient, comme de toute manière, il ne cédera pas, on peut manifester, ça ne changera rien. 2 ans après, mes chers compatriotes, mes chers amis, 2 ans après, je vous demande de regarder la situation. Les autres ne l'ont pas fait. En Grèce, ils ont décidé la baisse des pensions de retraite de 15%. En Espagne, ils ont décidé la baisse des salaires dans la fonction publique et l'augmentation de la durée de travail. En Irlande, ils ont décidé la baisse de 10% des pensions de retraite. Au Portugal, ils ont décidé la baisse de 8% des pensions de retraite. J'ai voulu protéger la France. Non seulement vos retraites n'ont pas été baissées, mais je peux dire à 15,5 millions de retraités en France que leurs retraites ont été actualisées chaque année. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir dû faire ce choix. Et si aujourd'hui, je peux vous promettre que la retraite sera payée le 1er du mois et non plus le 8 du mois, et que l'État ne se fera plus sa trésorerie sur le dos des retraités, c'est parce que nous avons sauvé un régime de retraite qui était menacé de faillite. Voilà la vérité. Bien sûr que ce n'était pas facile. Mais qui peut croire, pour sa famille, pour son pays, pour son département ou pour sa ville, qu'on peut affronter les défis sans faire des efforts? J'ai pris des engagements tout au long de cette campagne, parce que je crois profondément que dans les 5 années qui viennent, la France peut jouer un rôle de premier plan dans le monde qui s'ouvre, un monde nouveau. Nous sommes à un tournant. Le monde ancien n'en finit pas de mourir et le monde nouveau est en train de naître. Quelle est la place qui sera la nôtre? Quelle est la place pour la France? Qu'est-ce que nous voulons qu'elle soit? Je crois que nous avons d'abord un premier problème. Il faut absolument que nous arrêtions de pénaliser le travail.
est de concevoir toute notre fiscalité comme devant peser exclusivement sur le travail. Le travail se délocalise. Le travail peut circuler. Si le travail est plus cher ici qu'il ne l'est ailleurs, je ne parle même pas de la Chine, je parle en Europe, alors nous perdrons des parts de marché. Et nous ne pourrons pas donner à nos jeunes les emplois dont ils ont besoin. J'ai fait un choix, Jean-François peut témoigner, qui était difficile à faire, c'est celui, avant même le début de la campagne, de vous demander de réfléchir et de proposer que la politique familiale ne soit plus financée par les entreprises pour alléger de 5,4 les cotisations qui pèlent sur les salaires versés par les entrepreneurs. Nous supprimons 1 800 € par emploi de charge et de demander que les importations et le consommateur payent ce que le travail ne financera plus. Tout le monde m'a critiqué. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile, mais je veux m'en expliquer avec honnêteté devant vous. C'est une erreur de ne penser qu'au consommateur. Car le jour où le consommateur n'a plus de travail, qu'est-ce qu'il pourra bien consommer? Je veux qu'on pense aux producteurs, à l'agriculteur, à l'entrepreneur et aux travailleurs, parce que la base du pouvoir d'achat, c'est d'avoir un salaire. Parce que lorsqu'on n'a pas de revenus, je me demande bien ce qu'on peut consommer. Les écrans plats, les ordinateurs, les téléphones portables, pas un n'est fabriqué en France. En augmentant la TVA, ces produits participeront au financement de la protection sociale. À ceux qui me disent, parce que c'est toujours simple, c'est comme pour la retraite. Bien sûr, 1,6 de TVA, ça fait plaisir à personne. Mais qu'est-ce qu'ils répondent quand il y a une délocalisation? Qu'est-ce qu'ils répondent quand vos territoires, votre département, ce beau département du Var, se meurt? Parce qu'un jour, il y a une entreprise qui était là et qu'un chef d'entreprise dit « je vais aller m'installer en Tchéquie, en Chine ou en Inde, parce qu'ici c'est trop cher ». Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils restent les bras ballants, comme Jospin au moment de Villevorde. On n'y peut rien. Mais si, monsieur, si on est Premier ministre, c'est parce qu'on y peut quelque chose. Et si on n'y peut rien, on retourne à ses chères études. Jamais je ne dirai « on n'y peut rien ». Parce que je ne le pense pas, parce que c'est le contraire de ma vie, c'est le contraire de mon énergie et c'est le contraire de ma conviction. Je pense une deuxième chose. Merci. Je veux dans ces 5 ans vous donner un nouveau droit. Nous n'avons pas les moyens de payer de nouvelles allocations, de distribuer un argent que nous n'avons pas. Mais moi, je veux vous donner un nouveau droit. Et je veux vous y rendre attentif parce que j'y crois profondément. Un droit à la formation, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Je m'explique. La mère de famille qui a élevé ses enfants, qui s'est consacrée à ses enfants et qui a fait le sacrifice de sa vie professionnelle. Au moment où les enfants, vous savez ce moment très agréable, vous avez un ange. Je vois qu'il y a du vécu dans cette salle, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous alliez le chercher à la sortie de l'école. Il y a une dame qui me regarde jusqu'ici, vous êtes en train de le vivre, c'est pas possible. Et du jour au lendemain, cet ange vous dit, pour ne pas vous faire de peine, plus loin s'il te plaît. Cette mère de famille qui a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans à se consacrer à ses enfants, le jour où elle veut reprendre une activité professionnelle, elle n'a aucune chance, je vais vous le dire, aucune. Pourquoi? Parce qu'on ne revient pas après 20 ans sans qu'on vous accompagne, qu'on redonne la chose la plus importante dans la vie, la confiance en soi. Parce qu'on perd la confiance en soi si facilement. La vie est si dure, si difficile. Donc cette femme, elle a le droit d'être accompagnée vers son retour vers l'emploi. Cet homme ou cette femme de 55 ans, licencié économique, qui n'y est pour rien, qui depuis 30 ans fait le même métier, dans le même secteur, dans la même région, puis il n'y a plus de métier, il n'y a plus de secteur. Il doit avoir le droit d'apprendre un nouveau métier. Ou ce jeune, dans nos familles, tous nos jeunes ne sont pas faits pour présenter des concours. Avoir bac plus 18, il n'y a pas un seul modèle de réussite dans la vie. Il y a beaucoup de modèles de réussite dans la vie. Je sais, moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs
un cursus universitaire bien supérieur au mien. Mais c'est moi le président. Il y a beaucoup de chemins de réussite dans la vie, beaucoup. Eh bien aujourd'hui, il faut dénoncer une injustice, une vraie injustice. Quand vous êtes dans un grand groupe international qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices, que vous avez déjà fait une grande école de commerce et que vous voulez faire l'INSEAD, on vous finance votre formation. Mais quand vous êtes dans le textile, que vous avez 56 ans, que vous êtes dans un territoire où il y a eu beaucoup de délocalisation, vous n'avez aucune chance qu'on vous paye une formation nouvelle. Tout juste, vous dira-t-on, ne te plains pas, tu as les indemnités de chômage, rentre chez toi. Et en échange, tu dis rien. Je n'accepte pas cette injustice. Donc je vais créer un droit où chacun d'entre vous, au chômage, cherchant un emploi, je voyais à la télévision l'autre jour, je participais à une émission fort longue, il faut bien le dire, avec un reportage terrible où on voyait un brave monsieur qui avait envoyé 2000 curriculum vitae en 3 ans. Mais on peut même lui en demander d'envoyer 4000. Si personne ne le prend par la main en lui disant « voilà, on va faire un bilan de compétences et puis on va vous donner une nouvelle compétence », ça peut encore durer 10 ans. Donc, vous ne serez plus rémunéré en cas de chômage. Pour être indemnisé, restez chez vous, vous serez rémunéré parce qu'on vous donnera la chance d'apprendre une nouvelle formation. Mais en échange de ce nouveau droit, j'exigerai un devoir. Personne ne pourra refuser un emploi qui correspond à la formation qu'on lui a donnée. Je voudrais dire ici, chez vous, un mot d'un sujet extrêmement sensible dont on parle si mal et dont on voudrait nous empêcher de parler. C'est la question de l'ouverture de la France, la question de l'immigration, la question de l'identité. Ce sont des sujets extrêmement lourds, très sérieux, qui, s'ils ne sont pas traités par les républicains, alors seront déformés par ceux qui ne connaissent pas la République, qui n'ont que le mot haine et le mot peur à la bouche. Moi, je me bats pour une France forte, pas pour une France faible. Une France forte, c'est une France qui ouvre la main, qui ne se rétracte pas, qui n'a pas peur et qui ne connaît pas le mot haine. Voilà ce que je pense, et c'est pour cela que je me battrai toujours pour une France ouverte. C'est ma vie, c'est mon engagement. Je sais d'où je viens, je ne l'ai pas oublié. Mais je n'accepte pas qu'une petite partie des élites, qui ne connaissent rien aux problèmes de nos compatriotes, décident que prononcer le mot immigration et déjà on est suspect de collision avec des idées avec lesquelles nous n'avons rien à voir. Je n'accepte pas ce terrorisme de la pensée qui nourrit les extrémistes. Je n'accepte pas qu'on ne puisse pas aller au fond du sujet. Et le fond du sujet, je voudrais l'évoquer devant vous. Il est très simple. Notre système d'intégration ne fonctionne plus. Mal, ou plus. Pour la raison simple qu'à peine a-t-on accueilli des étrangers sur notre territoire, que nous en accueillons d'autres, et que la totalité du système est embolisée parce que lorsqu'on accueille trop, on accueille mal. Et lorsqu'on accueille mal, on n'intègre plus. Voilà la réalité dans certains de nos quartiers. Et ce que je dis n'a rien à voir avec ce que peuvent penser les gens qui se trouvent aux extrêmes de la vie politique. J'ajoute une deuxième chose. Nous avons le système social le plus généreux d'Europe. C'est notre honneur. Mais je ne peux pas dire aux Français « faites des efforts pour le préserver » et ne pas imposer les mêmes efforts aux étrangers qui voudraient nous rejoindre. J'ajoute que je ne peux pas accepter une immigration qui ne serait motivée que par la seule espérance de consommer des prestations sociales plus généreuses en France qu'à l'extérieur. Je veux dire une chose là-dessus. Je veux qu'entre nous, il n'y ait aucune ambiguïté. Il y a l'aide médicale d'urgence, dont un certain nombre de parlementaires voulaient la supprimer. Je veux dire mon désaccord avec cela. Parce que sur le territoire de la République française,
tant que je serai en charge, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit ce qu'on a dans son portefeuille ou pas, on soignera les gens. Et on les soignera gratuitement parce que ça s'appelle la République. Ici, ce n'est pas les États-Unis où avant de vous opérer, on vous demande votre carte bleue. Je garderai cette prestation. Mais en même temps, je n'accepterai pas que quelqu'un vienne en France uniquement pour bénéficier du minimum vieillesse davantage que celui qui a travaillé toute sa vie et cotisé toute sa vie. L'équilibre, le bon sens. Et je vais vous dire même autre chose. J'ai proposé de diviser par 2 le flux des entrées légales pour bien accueillir. Mais je vais vous dire autre chose. Que peut penser l'enfant sur notre territoire d'une mère de famille à qui on n'a pas pris la peine d'apprendre le français, qui ne comprend pas les messages que lui envoie l'instituteur, d'une mère qui est claquemurée par un mari qui refuse toute intégration pour cette femme, cet enfant, il grandit avec dans les yeux quelle image, quelle chance il a de s'en sortir? Aucune. Eh bien, désormais, j'exigerai, avant le regroupement familial, qu'on apprenne le français à ceux qui veulent rejoindre leur famille en France et qu'on respecte les valeurs de la République parce qu'on les connaît. J'ajoute sur le sujet, pour que les choses soient claires, que la démocratie, c'est la liberté des opinions. Et que peut-être pour le président de la République, l'une des choses les plus difficiles, c'est de trouver l'équilibre entre la liberté des opinions et le devoir du président de protéger ses concitoyens. Eh bien, il y a des opinions dont on ne veut pas qu'ils puissent s'exprimer en France. Je vais prendre des exemples. On ne veut pas que le père du tueur de Montauban et de Toulouse puisse s'exprimer sur les médias. Ce qu'il a à dire ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas, sur les médias de France et du monde entier, qu'on diffuse les images d'un monstre en train de tuer des enfants sur le territoire de la République. Nous n'en voulons pas. Mais je vais continuer. Nous ne voulons pas de piscine municipale où il y aurait des horaires pour les femmes et d'autres pour les hommes. Parce que dans notre idée de l'homme et de la femme, c'est une idée de l'égalité, pas de la ségrégation. À quoi cela sert-il d'avoir milité contre la ségrégation entre les personnes de couleur et les autres en Afrique du Sud ou ailleurs pour tolérer une ségrégation scandaleuse par le sexe, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre? Non. À l'hôpital, je sors de cet hôpital magnifique de Fréjus-Saint-Raphaël. À l'hôpital, nous voulons les mêmes médecins pour les hommes et pour les femmes, parce que c'est comme cela que cela se passe dans un hôpital de la République. Et dans nos cantines scolaires, nous voulons les mêmes menus pour tous les enfants de la République laïque. Voilà ce que nous voulons. En résumé, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce que nous voulons, nous devons nous adapter au monde nouveau. Nous devons faire des efforts de formation, d'innovation, d'investissement, de compétitivité, d'allègement des charges sur les salaires. Et si nous faisons ces efforts, eh bien nous pouvons dire avec la même force que nous voulons garder notre mode de vie, nous voulons conserver notre civilisation, nous voulons préserver notre culture et notre langue, et nous ne sommes pas prêts à changer cela, parce que cela, c'est l'âme de la France. Et l'âme de la France, on ne la change pas comme cela. Je voudrais terminer par dire un mot. Et dans ce département, comme dans le tien, cher Christian Estrosi, de l'Europe, un mot simplement, parce que je sais très bien que dans vos départements, dans votre région, la tentation du non a été très forte et s'est souvent exprimée. Mais moi, je ne viens pas pour dire des choses faciles, je viens pour essayer de faire partager des convictions. La France a besoin de l'Europe. L'Europe, c'est peut-être la plus belle construction qu'on ait jamais
que l'homme n'ait jamais imaginé au service de la paix et la réconciliation entre la France et l'Allemagne. C'est le plus grand trésor que vos grands-parents et vos parents nous ont légué. Je n'accepterai jamais qu'on remette en cause ce trésor. Jamais. C'est si facile de critiquer les Allemands, mais il y a eu tant de souffrances. Il y a eu cette ignominie de la Shoah. C'était le XXe siècle, c'était l'Europe. Nous ne pouvons pas remettre en cause cela. Mon engagement européen, vous devez le savoir, il sera total. Et je dénie d'ailleurs à tous ceux qui ont combattu l'Europe la capacité à la faire évoluer. Mais l'Europe que nous avons voulue, elle doit se moderniser et elle doit changer. Nous avons voulu l'Europe pour nous protéger, pas pour nous exposer. Nous avons voulu l'Europe pour préserver notre civilisation européenne, pas pour la détruire. Nous avons voulu l'Europe parce que nous avons un idéal humaniste, pas pour faire l'Europe qui ne pense qu'aux consommateurs, à la finance, à la spéculation et qui est incapable de faire respecter la réciprocité. Parce que j'ai voulu sauver l'Europe de la crise de l'euro, j'exigerai de l'Europe, et j'ai fixé 1 an pour cela, qu'elle se réforme. On m'a dit, mais vous allez casser l'Europe. Mais quand le général de Gaulle, en 1965, a fait la politique de la chaise vide, il n'a pas fait reculer l'Europe, il l'a fait avancer. Et grâce à la politique de la chaise vide, en 1965, on a eu la politique agricole commune, parce que le problème de l'Europe, c'est un problème de leadership, c'est un problème de volonté, et c'est un problème d'abord de volonté politique. Alors Schengen, je leur donnerai 1 an. Je suis d'accord pour qu'on abaisse nos frontières entre nous, mais à une seule condition, c'est que la totalité des pays d'Europe défendent les frontières. Si un pays d'Europe ne défend pas ses frontières, il doit être sanctionné. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Je ne veux pas que ce soit un commissaire européen que personne ne connaît qui décide de qui a le droit de rentrer en Europe et qui doit en sortir. Je veux que l'ensemble des ministres de l'Intérieur se réunissent, qu'ils élisent un président stable et que ce soit un responsable politique qui décide de qui entre et qui doit sortir. 1 an. Je crois à la liberté du commerce, mais je ne veux plus qu'on impose à nos agriculteurs, à nos entrepreneurs, des règles que d'autres pays ne respectent nullement et qu'on continue à importer en Europe des produits fabriqués dans des pays qui ne respectent aucune des règles que l'on impose à nos agriculteurs et à nos entrepreneurs. 1 an. 1 an. Si dans 1 an, les négociations commerciales n'ont pas obtenu la réciprocité, eh bien, la France, pour ses marchés publics, réservera le succès à ces marchés publics aux seules entreprises qui auront décidé de produire en France et en Europe. Voilà, mes chers amis, il reste 15 jours d'ici au premier tour. Il reste 1 mois d'ici au 2e tour. On va en vivre des événements. On en aura encore des attaques. Je vous dis simplement que moi je gouvernerai jusqu'au bout et je serai candidat jusqu'au bout. Gouverner jusqu'au bout, cela veut dire assumer des décisions quand elles doivent être prises. J'ai dit ce que je pensais sur un sujet d'actualité, y compris en Méditerranée. Je ne pense pas qu'il soit très intelligent de décider d'un forage pétrolier devant nos rives de la Méditerranée. Cette Méditerranée, cher Hubert, que j'aime tant, cher Christian, cette Méditerranée dont je me sens si intimement imprégné, je pense vraiment que l'idée d'un forage pétrolier à cet endroit-là, ça fait partie de ces idées folles. Allez chercher donc le pétrole ailleurs, s'il y en a. De la même façon, chers gens, je n'ai pas voulu qu'on cherche du gaz de schiste dans les Cévennes, qui sont un endroit magnifique et préservé. De la même façon que je n'ai pas voulu une mine d'or dans la montagne de Caux, en plein cœur de ce trésor de biodiversité qui est la forêt amazonienne. Tout est une question d'équilibre. Je préserverai cet équilibre. Mais je veux que chacun comprenne que j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Moi, je vais m'engager comme jamais je me suis engagé dans ma vie.
Mais vous, je vous demande de vous engager. Je vous demande de m'aider. Je vous demande de me mobiliser. Je vous demande de croire dans nos idées, de diffuser la lettre que j'ai faite aux Français. Je vous demande de nous rejoindre, si vous le voulez, dimanche prochain, à la Concorde, pour que la majorité silencieuse dise « voilà ce que nous voulons, voilà notre choix ». Je vous demande d'y croire. Je vous demande de m'aider à bâtir cette France forte. Je vous demande d'être à mes côtés. Oui, mes chers amis, j'ai besoin de vous. Peuple de France, vive la France et vive la République.